j'ai acheté un cottage après avoir démissionné de mon travail. Dès le premier soir, ma mère m'a appelé, on emménage demain. Si ça ne te plaît pas, trouve-toi un autre endroit. Elle s'attendait à ce que je cède. Au lieu de ça, j'ai tendu un piège juridique. Je m'appelle Victoria, et à 34 ans, j'ai enfin acheté quelque chose qui n'appartenait absolument à personne d'autre qu'à moi. C'était un petit cottage usé par le temps sur la côte de la Caroline du Nord. Il avait 2 modestes chambres, une gouttière à vent qui fuyait et goûtait lorsque la brume marine arrivait, et plus de calme absolu et non filtré que je n'en avais connu de toute ma vie d'adulte. Pendant la dernière décennie, j'ai travaillé comme auditrice principale de conformité pour un énorme conglomérat de soins de santé. Ma routine quotidienne consistait à éplucher des milliers de pages de demandes d'assurance frauduleuses, à traquer des patients fantômes et à trouver la décimale manquante exacte qui prouvait que quelqu'un mentait. Mon cerveau était entraîné à être une machine implacable. J'étais très bien payé pour regarder une salle remplie de cadres souriants et leur dire, avec des preuves tangibles, que leur calcul était nul. J'étais très bonne dans mon travail. En fait, j'étais si doué pour organiser le chaos des autres que j'avais complètement omis de remarquer que ma propre vie se transformait en une prise d'otage. Mais ce cottage était ma trappe de secours. Je venais de transporter la dernière lourde boîte en carton de mes affaires dans le salon cet après-midi-là. La cuisine avait ses armoires jaunes de travers que le propriétaire précédent avait peintes à la main. Elles étaient imparfaites, légèrement ébréchées au coin, et je les aimais plus que tout ce que j'avais jamais possédé. Pour la première fois depuis des années, l'air sentait le sel au lieu du nettoyant stérile de qualité hospitalière et de l'air recyclé du bureau. Personne ici n'avait besoin de moi pour réparer une feuille de calcul défectueuse. Personne n'avait besoin de moi pour déceler un mensonge. Je me suis assise dans un fauteuil en osier délavé sur le porche en bois argenté, j'ai regardé le ciel virer à un violet profond et meurtri au-dessus du détroit, et je me suis endormie assise. Quand je me suis réveillé, le café dans ma tasse était glacé et la maison était plongée dans le noir. J'ai ressenti un profond sentiment de paix. Je me souviens m'être dit que je devrais appeler quelqu'un pour lui dire à quel point j'étais sincèrement heureuse. Je suis incroyablement contente de ne pas avoir passé cet appel car quelques minutes plus tard, le téléphone sur le comptoir de la cuisine a vrombi de lui-même. La lumière artificielle crue a tranché l'obscurité de la pièce. L'écran indiquait simplement à maman, son nom était Evelyne. J'ai répondu au téléphone comme j'avais été conditionné à le faire toute ma vie, douce, accommodante et immédiatement prête à éteindre n'importe quel incendie qu'elle avait allumé. « Salut, maman », ai-je dit dans la pièce silencieuse. Il n'y a pas eu de salutation. Elle n'a pas demandé comment s'était passé mon trajet ou à quoi ressemblait la nouvelle maison. « Nous emménageons demain », a-t-elle annoncé. Sa voix était aiguë, forte et portait ce ton spécifique de gaieté forcée qu'elle utilisait lorsqu'elle écrasait quelqu'un. Ton père a dit que c'était d'accord. Je suis resté parfaitement immobile dans ma propre cuisine. J'ai serré le bord de mes armoires jaunes de travers si fort que mes jointures sont devenues blanches. Emménager où? Ai-je demandé, pensant sincèrement que la connexion cellulaire avait brouillé ses mots. La maison de la plage, Victoria, dit-elle, me parlant lentement comme si j'étais une enfant remarquablement lente. Nous serons là pour midi. Trevor loue le camion. Trevor, mon frère de 36 ans, au chômage chronique, récemment divorcé, qui vivait dans le sous-sol de mes parents depuis plus d'1 an. Il louait le camion de déménagement. Maman, ai-je dit, gardant ma voix dangereusement égale. C'est ma maison. Je l'ai achetée. J'habite ici maintenant. Il n'y a pas de place pour toi, papa et Trevor. Il y eut une lourde pause sur la ligne. Je pouvais entendre la télévision brailler en arrière-plan chez elle. Quand elle a reparlé, sa voix a perdu sa fausse gaieté. Elle est devenue plate, vive et venimeuse tout à la fois. C'était le ton exact qu'elle utilisait quand elle avait déjà pris une décision et était profondément agacée que la réalité ose la contredire. Victoria, nous sommes une famille, a-t-elle lancé sèchement. La famille prend soin de la famille. Tu as une deuxième chambre entière et Trevor peut dormir sur le canapé jusqu'à ce qu'il se remette sur pied. Nous avons déjà fait nos valises. Je lui ai dit soigneusement et clairement que nous n'avions jamais discuté de cela. Personne ne me l'avait demandé. Je n'avais offert ma maison à personne. Et puis elle a sorti la phrase. La phrase que j'entendrai résonner au fond de mon crâne pour le reste de ma vie naturelle. Eh bien, ricana Evelyne, sa voix dégoulinant d'un droit absolu. Si ça ne te plaît pas,
tu peux trouver un autre endroit. Trouver un autre endroit. Elle me disait de déménager de la maison que je venais de payer avec une décennie de mon propre sang, de ma sueur et de mes crises de panique. Elle me mettait à la porte de mon propre sanctuaire, sans même l'avoir vu. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé ni pleuré. Je veux être très clair à ce sujet. Dans mon domaine de travail, quand un cadre sait qu'il est pris dans un mensonge, il crie. Quand un auditeur trouve l'argent manquant, il devient très, très silencieux. Quelque chose à l'intérieur de ma poitrine a cliqué. La fille terrifiée et soucieuse de plaire que j'avais été pendant 34 ans a simplement cessé de respirer et l'auditrice principale de conformité a pris le volant. Je vois, ai-je dit, ma voix plus lisse que du verre. Je te parlerai demain, maman. À demain midi, a-t-elle gazouillé, sa victoire assurée, et elle a raccroché. J'ai posé le téléphone sur le comptoir. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la montée massive d'adrénaline d'une rage pure et cristalline. Elle s'attendait à ce que je cède. Elle s'attendait à ce que je passe la nuit à pleurer, à paniquer et finalement à traîner mes boîtes dans la plus petite chambre pour faire place à son arrivée. Elle pensait que j'étais la même fille que la veille. Mais alors que je souriais dans la cuisine sombre, j'ai réalisé qu'elle avait fait une erreur de calcul fatale. On ne traite pas une blessure qu'on n'a pas soigneusement examinée. C'était la règle du triage, et c'était la règle de l'audit. Je me suis fait une nouvelle cafetière, j'ai allumé la seule suspension au-dessus de l'îlot et je me suis assise avec un bloc-notes. Je devais décomposer la chronologie. Les gens ne se réveillent pas un mardi et décident de déménager à 200 miles sur la côte. Ce n'était pas une baignade spontanée. C'était une prise de contrôle hostile. Pourquoi demain? Pourquoi le camion de déménagement était-il déjà loué? Les gens normaux réservent des camions de déménagement des semaines à l'avance. Pourquoi mon père, un homme qui préférerait simuler sa propre mort plutôt que de prendre une décision logistique audacieuse, a-t-il soudainement dit, c'est bon. Aucune des variables ne correspondait à une idée de dernière minute. Elle correspondait à une stratégie à long terme. Une stratégie qui était en marche depuis des semaines, peut-être des mois, alors que j'étais complètement dans le noir. Et le plus grand signal d'alarme de tous, Trevor gérait la logistique. Mon frère ne pouvait pas organiser une liste de courses sans avoir une dépression nerveuse. Si Trevor louait un camion de déménagement commercial, cela signifiait que quelqu'un lui avait donné l'argent et les instructions exactes pour le faire. Ils étaient si confiants. Ils misaient toute leur vie sur la certitude absolue que j'absorberais leurs demandes comme une éponge absorbe un déversement, car c'est ce que j'avais toujours fait. J'ai regardé le bloc-notes. Les lignes vierges me fixaient. Je n'allais pas la rappeler pour la supplier. Je n'allais pas négocier quel côté du réfrigérateur Trevor avait le droit d'utiliser. Si quelqu'un essaie de voler votre voiture, vous ne lui demandez pas si vous pouvez monter sur le siège passager. Vous appelez les autorités. Mais dans ce cas, ma mère utilisait la seule autorité qu'elle respectait, la culpabilité familiale et la honte sociale. J'ai tapoté mon stylo contre le papier. En audit, quand quelqu'un vous présente un ensemble de chiffres fabriqués, vous ne discutez pas de ses sentiments. Vous apportez les données brutes à la réunion du conseil d'administration, vous les mettez sur le projecteur et vous laissez les mathématiques les détruire devant un public. Evelyne menait une arnaque. Elle comptait sur mon silence pour que ça marche. Mais elle avait oublié qu'un auditeur professionnel n'entre jamais dans une réunion sans une trace écrite à toute épreuve. Je n'avais pas seulement des sentiments. J'avais l'acte de propriété. Et d'ici demain midi, j'allais m'assurer que toute la famille verrait exactement qui possédait quoi. Pour comprendre l'audace pure de l'appel téléphonique de ma mère, vous devez comprendre le grand livre de ma vie. D'aussi loin que je me souvienne, ma famille fonctionnait sur un modèle financier et émotionnel très simple et tacite. Victoria s'en chargera. Ce n'était jamais formulé comme une question. C'était énoncé comme un bulletin météorologique. Si le ciel était gris, il pleuvrait. Si la famille avait des problèmes, Victoria ouvrirait son portefeuille. Quand Trevor avait 26 ans, il a décidé qu'il allait devenir un des traders de crypto-monnaies. Il a quitté son emploi dans le commerce de détail, a maximisé 3 cartes de crédit différentes, et en 6 mois, il était endetté de 15 000 $. L'agence de recouvrement a commencé à appeler la ligne fixe de mes parents à toute heure du jour. Ma mère m'a appelé en pleurant hystériquement, disant que la vie de Trevor était ruinée, que son crédit serait détruit et qu'elle ne pouvait pas dormir la nuit. Elle ne m'a pas demandé d'argent directement.
Elle a juste pleuré jusqu'à ce que le silence au téléphone devienne si insupportable que j'ai craqué. J'ai retiré 15 000 $ du compte d'épargne que j'avais constitué pour un acompte sur mon propre appartement, et j'ai remboursé la dette de mon frère. Trevor m'a acheté un pack de 6 bières bon marché en guise de remerciement. Il ne m'a jamais remboursé un seul centime. Quand j'avais 28 ans, le mariage de mes parents a heurté un mur massif. Ils se criaient dessus quotidiennement. Arthur, mon père, avait secrètement contracté une deuxième hypothèque pour investir dans l'entreprise de restauration en faillite d'un ami sans le dire à Evelyne. Lorsque le restaurant a fait faillite, la banque est venue frapper à la porte. Qui ont-ils appelé pour arbitrer les disputes? Moi. J'ai passé tous les week-ends pendant 8 mois à faire 4 heures de route pour retourner à leur maison de plain pied en briques, assise à la table de la salle à manger avec des surligneurs et des relevés bancaires imprimés. À restructurer leur budget pendant qu'ils se comportaient comme deux bambins impuissants. J'étais la réparatrice. J'étais le bouc émissaire quand les choses tournaient mal, mais le ticket d'or quand la facture arrivait. Trevor, d'un autre côté, était l'enfant prodige. Trevor était sensible. Trevor avait besoin de temps pour trouver sa passion. Trevor ne pouvait pas être stressé par les responsabilités d'adulte car il avait de l'anxiété. J'avais aussi de l'anxiété. Mon anxiété me tenait éveillé jusqu'à 4 heures du matin à réviser les lois sur la conformité pour que je puisse garder mon emploi bien rémunéré afin de financer la tranquillité d'esprit de Trevor. Le dernier incident majeur s'est produit il y a 2 ans. Evelyne m'a invité pour le dîner du dimanche. Quand je suis arrivé, la table était mise avec la bonne porcelaine, et Trevor était assis là, l'air d'un chiot nerveux. Après le dessert, ma mère a fait glisser une brochure de concessionnaire brillante et une demande de financement sur la table. Trevor voulait un SUV tout neuf. Ils n'avaient aucun revenu vérifiable. Ils avaient besoin d'un cosignataire. Signe juste en bas, ma chérie, avait dit ma mère, sa voix dégoulinant de sucre. Cela l'aidera à construire son crédit. Nous sommes une famille. C'était la première fois que je disais non. J'ai regardé le document de près de 50 000 $, j'ai regardé mon frère, qui choisissait déjà des sièges en cuir personnalisés sur son téléphone, et j'ai refusé. Les retombées ont été apocalyptiques. Ma mère ne m'a pas parlé pendant 1 mois. Elle a dit à chaque tante, oncle et cousin que l'argent m'avait changé, que je méprisais ma propre chair et mon propre sang. La culpabilité était une couverture lourde et suffocante qu'elle drapait sur mes épaules. Finalement, elle a cosigné le prêt elle-même, plongeant elle et mon père plus profondément dans l'instabilité financière juste pour me contrarier et protéger son petit garçon. Ma mère est une experte dans une tactique psychologique appelée l'incompétence instrumentalisée. C'est l'art de prétendre que vous êtes entièrement incapable de faire une tâche de base pour que quelqu'un d'autre soit frustré et le fasse à votre place. Evelyne pouvait planifier un dîner de fête de 5 plats pour 40 personnes, coordonner la vente de pâtisserie de l'église jusqu'au dernier grain de sucre, et mémoriser les commérages complexes de chaque voisin de sa rue. Mais dès qu'un problème exigeait une réelle responsabilité ou des calculs financiers, elle devenait soudainement un petit oiseau fragile et confus. Elle agitait ses mains en l'air, les yeux remplis de larmes, prétendant qu'elle ne comprenait tout simplement pas comment fonctionnaient les taux d'intérêt ou comment lire un contrat de location. Elle instrumentalisait son impuissance pour faire de moi son assistante personnelle. Et mon père, Arthur, était son complice ultime. Arthur était le fantôme d'un homme qui utilisait le silence comme bouclier. Toute sa philosophie de vie était de garder la tête baissée et d'éviter la colère d'Evelyne à tout prix. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite, Arthur me prenait à part, regardait le sol et chuchotait, « Fais juste ce que ta mère veut, Victoria. Tu sais comment elle est. Maintiens la paix. Maintiens la paix. » Cette phrase me rend violemment malade maintenant. Maintenir la paix signifiait toujours entrer en guerre avec moi-même. Cela signifiait sacrifier mes limites pour que mon père n'ait pas à gérer les crises de colère de sa femme. Il fonctionnait comme une unité parfaitement toxique. Evelyne fournissait l'extorsion émotionnelle et Arthur fournissait la validation passive. Ils utilisaient le concept de « le sang est plus épais que l'eau » comme une arme contondante. Si je réussissais, c'était grâce au soutien de la famille. Si j'échouais, c'était de ma faute. Mais s'ils échouaient, c'était mon devoir absolu de les sauver car qui d'autre allait le faire? Ils ne m'ont jamais vu comme une fille. Je réalise cela maintenant, assise à mon comptoir de cuisine jaune. Je n'ai jamais été une enfant pour eux. J'étais une police d'assurance. J'étais un plan de retraite dans lequel ils avaient investi.
Et maintenant qu'ils vieillissaient et que les conséquences de leurs terribles choix financiers les rattrapaient, ils encaissaient ma mise. Ils se sentaient entièrement en droit de posséder la maison de la plage car dans leur esprit, tout ce que j'avais accompli était simplement une réserve de ressources pour la famille. Evelyne n'a pas demandé la permission d'emménager car on ne demande pas la permission de retirer de l'argent de son propre distributeur automatique. On tape simplement son code PIN et on prend ce dont on a besoin. Le point de rupture n'a pas eu lieu lors d'un dîner de famille. Il s'est produit il y a 3 mois dans une salle de conférence stérile et éclairée au néon au 42e étage de mon bureau d'entreprise. Nous étions au milieu d'un audit massif du 4e trimestre. Je travaillais 80 heures par semaine. Mes cheveux tombaient sous la douche. Je survivais avec des shots d'espresso et des barres protéinées. Et en plein milieu d'une présentation concernant un manquement à la conformité de plusieurs millions de dollars, mon téléphone portable a vibré. C'était Evelyne. Je l'ai ignoré. Il a vibré encore et encore. Cet appel manquait en 3 minutes. Pensant que quelqu'un était mort ou mourant, je me suis excusé, le cœur battant contre mes côtes, et je me suis précipité dans le couloir. Je l'ai rappelé, me préparant à une tragédie. « Victoria, dit-elle, d'un ton profondément agacé. Peux-tu te connecter à mon compte bancaire et transférer l'argent pour la facture d'électricité? Le site web me déroute et ils vont couper le courant aujourd'hui. » Je suis resté appuyé contre la vitre froide, regardant la ville. Ma vision s'est brouillée. Un bourdonnement a commencé dans mes oreilles, noyant complètement sa voix. Je ne pouvais plus respirer. Ma poitrine était comme prise dans un étau. J'ai glissé le long du mur de verre jusqu'à ce que je sois assis sur le sol moquetté, haletant pour de l'air. C'était une crise de panique massive et complète. Le médecin des urgences m'a dit que c'était du stress aigu et de l'épuisement. Mais la thérapeute que j'ai été obligé de voir par les ressources humaines m'a dit la vérité. Je me suis assise dans son fauteuil en cuir souple, pleurant en expliquant mon travail, les dettes de mon frère, le silence de mon père et les exigences incessantes de ma mère. La thérapeute m'a regardé par-dessus ses lunettes et a prononcé une phrase qui a changé la trajectoire de ma vie. « Victoria, dit-elle doucement, vous ne pouvez pas guérir dans la même pièce où vous avez été brisée. Vous essayez de traiter une maladie chronique tout en continuant à boire le poison. » Elle avait raison. Chaque fois que je répondais aux appels de ma mère, je prenais une dose massive de poison. Je finançais ma propre destruction. Le lendemain matin, je suis entré dans le département des ressources humaines et j'ai remis ma démission. J'avais assez d'argent de côté pour vivre quelques années si j'étais intelligente. Mais je savais que si je gardais l'argent liquide, Evelyne finirait par le sentir et trouverait une urgence assez grande pour me vider. Alors j'ai vendu mon condo de luxe en ville. J'ai liquidé mes portefeuilles d'actions. J'ai emballé toute ma vie dans des boîtes en carton. J'ai conduit 200 miles le long de la côte jusqu'à une petite ville balnéaire où personne ne connaissait mon nom. Et j'ai acheté le cottage usé par le temps avec les armoires jaunes. Je l'ai payé entièrement en espèces. Pas d'hypothèque, pas de banque à qui rendre des comptes. Quand l'avocate immobilière, Madame Albright, m'a remis le lourd acte de propriété en papier. Il portait exactement un nom. Victoria Meyers, unique propriétaire. Puis j'ai fait la chose la plus terrifiante que j'ai jamais faite de ma vie. J'ai commencé la désintoxication. Je n'ai pas annoncé mon départ à ma famille. Je n'ai pas écrit une longue lettre émouvante expliquant mes limites. Je savais qu'expliquer une limite à un narcissique, c'est juste leur donner un plan détaillé de l'endroit exact où attaquer ensuite. Au lieu de cela, j'ai simplement mis en sourdine la discussion de groupe intitulée « La famille Meyers ». J'ai désactivé les sonneries pour Evelyne, Arthur et Trevor. Quand ma mère m'a envoyé un texto pour me demander de régler un problème mineur, j'ai attendu 3 jours entiers pour répondre. Et quand je l'ai fait, je me suis limité à 2 mots, je suis occupé. Pendant 8 semaines glorieuses, le monde ne s'est pas arrêté. Le ciel n'est pas tombé. J'ai fait de longues promenades sur la plage déserte. J'ai dormi 9 heures par nuit. J'ai bu du café sur le porche argenté et écouté les mouettes. Le tremblement nerveux de ma main gauche a complètement disparu. Je me suis senti comme un être humain pour la première fois en 34 ans. Mais j'étais incroyablement naïve. Je pensais que mon silence était un mur protecteur que j'avais construit autour de moi. Je n'avais pas réalisé que de l'autre côté de ce mur, ma mère utilisait mon absence pour construire un énorme mensonge élaboré. Assise au comptoir de la cuisine jaune, regardant mon téléphone sombre,
les pièces se sont finalement emboîtées. Ma mère ne s'était pas reposée pendant mes 8 semaines de silence. Elle avait fait campagne. Si je la rappelais maintenant et que je disais non, si je criais et me battais, je jouerais exactement le scénario qu'elle avait déjà écrit pour moi. Elle voulait que je sois la fille ingrate et hystérique pour qu'elle puisse être la mère aimante et victimisée. Si je cédais et les laissais rester juste quelques semaines, ces semaines se transformeraient en années. Trevor prendrait racine sur mon canapé. Evelyn réorganiserait ma cuisine et se plaindrait de la brise marine. Mon sanctuaire deviendrait leur nouveau royaume, et je serais de retour au service du trésorier royal. La culpabilité a essayé de s'insinuer une dernière fois. L'ancienne Victoria a murmuré à mon oreille. Ce sont tes parents. Où iront-ils? Tu as de la place. Tu es égoïste. J'ai fermé les yeux, pris une profonde inspiration et laissé l'ancienne Victoria mourir là, dans le noir. J'ai visualisé la mettre dans une boîte et l'enterrer sous le plancher. C'était une gentille fille, mais elle était faible, et sa faiblesse m'avait presque coûté la vie. J'ai ouvert les yeux. L'auditrice était maintenant entièrement aux commandes. Je n'avais plus affaire à la famille. J'avais affaire à des squatteurs hostiles tentant un vol de propriété par coercition émotionnelle. J'ai pris le téléphone. Il était temps de commencer l'enquête. Je devais voir exactement jusqu'où allait la pourriture avant de tout brûler. La première étape de tout audit judiciaire est la collecte de données. Vous ne confrontez pas le suspect avant d'avoir lu chaque courriel, examiné chaque grand livre et cartographié toute la conspiration. J'ai déverrouillé mon téléphone et fait défiler jusqu'au fil de messages en sourdine, la famille Meyers. La bulle de notification indiquait 41 messages non lus. Je n'avais pas regardé cette discussion depuis 2 mois. J'ai tapoté l'écran, pris une longue gorgée de mon café froid et commencé à lire depuis le début. La chronologie a commencé il y a 3 semaines. Evelyn avait initié la conversation. Grande nouvelle, tout le monde, a-t-elle écrit, en ajoutant 3 points d'exclamation excessifs. Victoria a finalement accepté de faire ce qu'il faut pour nous. Nous déménagerons dans sa belle nouvelle maison au bord de l'eau cet automne pour prendre notre retraite. La famille enfin réunie. J'ai fixé l'écran. La fiction pure et simple de la chose m'a retourné l'estomac. Sous son message se trouvait une avalanche d'émojis en forme de cœur, de mains en prière et de textes de félicitations de ma famille élargie. Tante Rachel, la sœur cadette de ma mère et chef des commérages de la famille, a répondu immédiatement « Oh, Evelyn, quelle immense bénédiction !» Victoria a toujours été la plus responsable. Tellement heureuse qu'elle prenne les choses en main pour s'occuper de toi et d'Arthur dans vos années dorées. La cousine Maya a ajouté « Waouh, une maison sur la plage. C'est incroyable. Victoria est un ange de vous accueillir tous. » J'ai continué à faire défiler, mon sang se glaçant de seconde en seconde. Une semaine plus tard, Evelyn avait posté une photo. C'était une photo de mon cottage, la vue exacte depuis la rue montrant le porche argenté et les armoires jaunes légèrement de travers visibles à travers la fenêtre avant. La légende disait « Notre nouvelle maison pour toujours ». J'ai hâte de décorer ce porche. Elle avait volé la photo de l'annonce immobilière numérique. Je n'avais envoyé ce lien qu'à une seule personne, mon père, dans un rare et stupide moment de vulnérabilité parce que je voulais qu'il soit fier de moi d'avoir acheté une maison. Il avait directement donné le lien à ma mère, et elle l'avait instantanément instrumentalisé. Plus bas dans le fil, Trevor était intervenu. Je réclame juste la 2e chambre maintenant, les amis. J'ai besoin d'un endroit calme pour me concentrer sur mon nouveau plan d'affaires. Mes mains ont serré le téléphone fermement. Ils ne prévoyaient pas seulement de visiter. Ils avaient mentalement divisé ma superficie. Ils avaient revendiqué mon sanctuaire comme propriété familiale publique. Evelyn m'avait effectivement enfermé dans une prison sociale. En disant à toute la famille élargie que j'avais proposé de les accueillir, elle m'a rendu impossible de me retirer sans avoir l'air d'un monstre absolu. Si je disais non maintenant, le récit serait que j'avais cruellement promis une maison à mes parents âgés puis que je la leur avais arrachée à la dernière seconde. C'était un piège brillamment diabolique, mais elle a laissé une trace écrite numérique. Et dans le monde de l'audit, une trace écrite est une arme chargée. Je devais savoir pourquoi cela se produisait maintenant. Pourquoi cette précipitation soudaine? Pourquoi le camion de déménagement prévu pour demain midi? Je suis retourné en bas de la discussion, aux messages les plus récents d'hier après-midi.
La cousine Harper avait posté une capture d'écran floue d'un site web. J'ai tapoté sur l'image pour l'agrandir. C'était une annonce Zillow. C'était une photo de la maison de plain-pied en briques de mes parents, la maison où j'ai grandi. La maison où ma taille était marquée au crayon estompé sur le cadre de la porte de la buanderie. Étiré sur la photo principale en lettres numériques rouges vifs et grasses, il y avait un seul mot, vendu. Sous la capture d'écran, Harper avait écrit « Félicitations pour la clôture de la vente aujourd'hui, Evelyne et oncle Arthur. En route pour la plage. » L'air a complètement quitté mes poumons. J'ai laissé tomber le téléphone sur le comptoir. La réalité lourde et terrifiante de la situation m'a frappé comme un train de marchandises. Ils n'avaient pas seulement décidé d'emménager avec moi sur un coup de tête. Ils avaient littéralement vendu leur maison. Ils avaient emballé toute leur vie, signé l'acte de propriété de leurs biens et s'étaient volontairement rendus sans abri en pariant absolument que je n'aurais pas le courage de les refouler. J'ai démarré mon ordinateur portable de travail. J'avais encore accès à certaines bases de données de registres publics de mon ancien emploi. Je me suis connecté au site web de l'impôt foncier du comté de leur district et j'ai tapé leur adresse. La transaction avait été traitée par le système il y a 3 jours, mais en regardant l'historique financier, la situation dans son ensemble a finalement pris une tournure horrible. Il y avait 2 énormes privilèges contre la maison. L'investissement raté d'Arthur dans un restaurant des années auparavant n'avait pas été qu'un revers mineur. Il avait utilisé la valeur nette de la maison jusqu'à la limite absolue. Il se noyait dans les dettes. La vente de la maison n'était pas un heureux déménagement pour la retraite. C'était une liquidation désespérée pour rembourser les créanciers avant que la banque ne saisisse la maison. Evelyne n'avait dit la vérité à personne. Elle avait transformé un échec financier massif en un récit triomphant de retraite anticipée à la plage, entièrement financé par mon bien immobilier. Ils avaient brûlé leur propre bateau et naviguaient droit vers ma porte d'entrée, s'attendant pleinement à ce que je fournisse le radeau de sauvetage. Si je disais non demain, je ne disais pas seulement non à une visite. Je mettais effectivement mes parents en faillite et sans abri à la rue. C'était le piège. C'était le coup de l'échec et mat. Je me suis assise dans la cuisine sombre, la lumière bleue de l'ordinateur portable illuminant mon visage. La plupart des filles craqueraient sous cette pression. La plupart des filles sacrifieraient leur propre bonheur pour sauver leurs parents de la rue. Mais j'avais passé ma carrière à traiter avec des criminels en col blanc qui pensaient pouvoir déjouer le système, et je savais exactement comment démanteler une fraude. Il était presque 22 heures, mais la loi ne dort pas, et les avocats d'affaires paniquaient non plus. J'ai sorti la carte de visite de Madame Albright du dossier Manille que j'avais rangé dans le tiroir de la cuisine. C'était l'avocate immobilière vive et pragmatique qui s'était occupée de ma clôture il y a un mois. J'ai ouvert mon client de messagerie et rédigé un message. Je n'ai pas utilisé de langage émotionnel. Je l'ai écrit exactement comme j'écrirais un rapport d'incident pour le Conseil fédéral de la conformité. Sujet, clarification juridique urgente concernant l'accès et les droits de propriété. Chère Madame Albright, j'espère que ce courriel vous trouve bien. Je vous écris pour demander une documentation juridique immédiate concernant la propriété que j'ai récemment achetée. J'ai des raisons crédibles de croire que des membres de ma famille ont l'intention d'arriver à ma propriété demain à midi avec un camion de déménagement, opérant sous la fausse hypothèse qu'ils ont le droit d'établir leur résidence. Je ne leur ai jamais accordé la permission, verbale ou écrite, d'habiter les lieux. J'ai besoin d'une lettre officielle sur le papier à en-tête de votre cabinet indiquant sans équivoque que je suis la seule propriétaire légale de la propriété et qu'aucune autre partie ne détient de droit de location, ou de permission d'entrer ou de résider. De plus, je voudrais confirmer pour mes dossiers que toutes les serrures extérieures ont été changées par un professionnel avant que je ne prenne possession de la maison. Je suis prête à payer les frais de consultation d'urgence requis pour que cette documentation soit fournie d'ici demain matin. Cordialement, Victoria Meyers. J'ai cliqué sur Envoyer. Puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée et j'ai fixé le lourd pen dormant en laiton. J'ai tendu la main et je l'ai tourné. Il s'est verrouillé avec un clic métallique fort et satisfaisant. Quand vous achetez une maison, la toute première chose que toute personne compétente vous dit de faire est de changer les serrures. Vous ne savez jamais à qui l'ancien propriétaire a donné un double des clés. J'avais appelé un serrurier le jour même où j'ai signé les papiers de clôture il y a des semaines. Il avait remplacé les pens dormants de la porte d'entrée, de la porte-fenêtre arrière et de l'entrée latérale. Les 3 seules clés qui existaient dans le monde entier étaient actuellement sur mon comptoir de cuisine, attachées à un anneau en argent.
Ma mère n'avait pas de clé. Trevor n'avait pas de clé. Vous ne pouvez pas empêcher quelqu'un d'entrer dans une maison s'il n'a jamais eu le droit d'y entrer en premier lieu. Je suis allé dans la chambre d'amis, la pièce que ma mère s'était mentalement attribuée, et j'ai installé ma petite imprimante portable. À 23h45, mon ordinateur portable a sonné. Madame Albright avait répondu. Son courriel était bref, professionnel et impitoyable. Elle a joint un document PDF sur le papier à en-tête fortement filigrané de son cabinet. Il citait les statuts de propriété exacts de la Caroline du Nord. Il confirmait ma propriété exclusive. Il stipulait explicitement que toute entrée non autorisée serait considérée comme une violation de propriété criminelle. J'ai imprimé 2 copies. L'imprimante a vrombé bruyamment dans la maison silencieuse. J'ai pris les pages chaudes, je suis retourné à la cuisine et je les ai glissées dans le dossier manille, juste derrière l'acte de propriété original de la maison. Mon pare-feu légal était entièrement construit. La paperasse était à toute épreuve. Maintenant, j'avais juste besoin du jury. Toute la stratégie d'Evelyn reposait sur le public. Son pouvoir ne venait pas de la logique. Il venait de la manipulation sociale. Elle avait passé 3 semaines à mentir à tante Rachel, cousine Maya et cousine Harper, construisant un beau récit où elle était la matriarche bien-aimée et j'étais la belle-fille accueillante. Si j'affrontais mes parents en privé, Evelyn déformerait simplement l'histoire. Elle retournerait voir la famille et prétendrait que j'avais perdu la tête, que je les avais violemment mis à la porte, que j'étais mentalement instable. Elle pleurerait et il la croirait car la victime obtient toujours le bénéfice du doute quand il n'y a pas de témoin. Si vous voulez détruire un menteur, vous ne discutez pas avec lui dans une pièce vide. Vous amenez les gens à qui il a menti à la lumière et vous les laissez regarder le mensonge s'effondrer en temps réel. J'ai mis une alarme pour 7 heures du matin. Quand je me suis réveillé, l'océan était calme et le ciel était d'un bleu clair brillant. J'ai versé une tasse de café, je me suis éclairci la gorge et j'ai composé le numéro de tante Rachel. Elle a répondu à la 2e sonnerie, l'air joyeuse et énergique. Victoria, bonjour ma chérie, a-t-elle gazouillé. Bonjour, tante Rachel, ai-je dit. J'ai injecté chaque once de chaleur et de fausse douceur que je pouvais rassembler dans ma voix. Cela me donnait la chair de poule, mais c'était une manœuvre tactique nécessaire. Je suis tellement excité pour aujourd'hui. Je pensais que puisque maman et papa arrivent vers midi avec le camion, ce serait si merveilleux si toi, Maya et Harper pouviez venir un peu plus tôt. Nous pourrions faire une petite pendaison de crémaillère. Je veux vraiment que toute la famille soit là pour les accueillir dans leur nouvelle maison. Il y eut un cri de joie à l'autre bout du fil. Je lui donnai exactement ce qu'elle voulait. Des places au premier rang pour le drame familial, emballées dans un paquet sain. Oh, ma chérie, c'est une idée magnifique, s'est exclamée Rachel. Evelyn sera absolument ravie de nous voir toutes là. Je vais faire mon fameux gâteau au citron et les filles peuvent apporter des mimosas. Nous serons là pour 11h30. Parfait, ai-je dit, souriant froidement à l'océan devant ma fenêtre. J'ai hâte que tout le monde voie exactement comment les choses vont être organisées ici. J'ai raccroché le téléphone. Le piège était tendu. Le public était confirmé. Les documents étaient sur la table. J'ai passé les 3 heures suivantes à nettoyer la maison. J'ai essuyé les armoires jaunes jusqu'à ce qu'elles brillent. J'ai arrangé les meubles en osier sur le porche. J'ai disposé un plateau de tasses à café fraîches, de serviettes et de petites assiettes. Je voulais que la maison ait l'air impeccable. Je voulais avoir l'air d'une femme qui a un contrôle absolu et inébranlable de son environnement. À 11h15, j'ai pris une douche, mis une chemise en lin professionnel impeccable et un pantalon sombre, mon armure, et je suis entré dans la cuisine. J'ai placé le dossier manille au centre de l'îlot de cuisine, juste à côté de la cafetière. Puis j'ai ouvert la porte d'entrée, je suis sorti sur le porche argenté et j'ai attendu que le spectacle commence. À exactement 11h30 du matin, le bruit régulier et rythmé des vagues de l'océan a été interrompu par le crissement des pneus tournant sur le gravier sablonneux de mon allée étroite. J'étais dans la cuisine, en train d'essuyer pour la 3e fois les armoires jaunes déjà impeccables. J'ai pris une profonde et régulière inspiration, j'ai posé le torchon proprement sur le comptoir et je me suis dirigé vers la fenêtre avant. Une berline argentée élégante venait de s'arrêter. Les portes se sont ouvertes et l'énergie vive et pétillante de ma famille élargie s'est déversée dans l'air salin de la côte. Tante Rachel a été la première à sortir. Elle portait un chemisier floral vibrant qui flottait dans la brise marine,
et dans ses mains, elle tenait en équilibre un énorme dôme en verre abritant son célèbre gâteau au citron glacé. Derrière elle, mes 2 cousines, Maya et Harper, sont sorties de la banquette arrière. Elle portait un lourd sac en toile qui cliquetait agréablement avec des bouteilles en verre de jus d'orange de qualité supérieure et de champagne pour les mimosas. Elle riait de quelque chose que Harper avait dit, leur visage complètement illuminé par l'excitation innocente et naïve de personnes qui croyaient sincèrement arriver à une réunion de famille chaleureuse et joyeuse. J'ai déverrouillé la porte d'entrée et je suis sorti sur le porche en bois argenté, affichant un large sourire accueillant sur mon visage. Ce n'était pas entièrement faux. J'étais sincèrement contente de les voir. J'avais besoin d'elles là. Mais la chaleur que je projetais était aussi une couche d'armure calculée. Oh, Victoria! Tante Rachel a halté en arrivant en haut des escaliers en bois. Elle a posé le lourd dôme à gâteau sur la rampe du porche et m'a prise dans une étreinte serrée et suffocante qui sentait fort le parfum de vanille et lilac. Regarde-moi cet endroit. C'est absolument à couper le souffle. Un petit coin de paradis juste au bord de l'eau. Nous sommes si incroyablement fiers de toi. Merci beaucoup, tante Rachel, ai-je dit, rendant l'étreinte et gardant ma voix douce et stable. Je suis si contente que vous soyez venus tôt. Cela compte énormément pour moi. Maya et Harper m'ont ensuite flanqué, me remettant le sac en toile. Elles ont immédiatement commencé à s'extasier sur le charme rustique de l'extérieur du cottage, admirant le bois argenté usé par le temps, le son des mouettes et la proximité de la plage. Je les ai fait entrer, en tenant la moustiquaire ouverte. J'avais intentionnellement ouvert toutes les fenêtres plus tôt ce matin-là, permettant à la lumière vive du soleil côtier et à la brise marine fraîche d'inonder le petit salon. La maison sentait le café fraîchement moulu et l'air pur de l'océan, un contraste frappant avec les environnements stériles et tendus auxquels j'étais habitué. Je les ai conduites dans la cuisine et j'ai versé le café chaud dans les tasses en céramique dépareillées que j'avais méticuleusement disposées sur l'îlot plus tôt. J'ai coupé le gâteau, le servant sur de petites assiettes, et pendant les 20 minutes suivantes, j'ai joué le rôle de l'hôtesse impeccable et gracieuse. Je leur ai fait une grande visite tranquille de la petite maison. Je leur ai montré les armoires jaunes de travers, expliquant comment le propriétaire précédent les avait peintes à la main, ce qu'elles ont trouvé charmant et rustique. Je les ai conduites dans le court couloir jusqu'à la chambre du fond, en leur montrant la fenêtre légèrement fissurée d'où l'on pouvait entendre la marée monter la nuit. « Alors, quelle chambre sera pour ta mère et ton père » a demandé Harper innocemment, en prenant une délicate gorgée de son mimosa et en regardant autour de l'espace modeste. « Et où diable Trevor va-t-il mettre toutes ses affaires » Je n'ai pas bronché. Mon rythme cardiaque n'a pas augmenté. J'ai juste pris une gorgée lente et délibérée de mon café noir et je l'ai regardé droit dans les yeux avec une expression douce et complètement imperturbable. « Attendons qu'ils arrivent pour parler des arrangements de couchage », ai-je dit doucement, en faisant un geste vers le salon. « Le café est frais. S'il vous plaît, prenez encore du gâteau. » Je ne leur ai pas menti. Je n'ai jamais validé l'histoire fictive que ma mère avait si soigneusement plantée dans leur tête. Je les ai simplement laissés se tenir dans ma cuisine ensoleillée, mangeant du gâteau et se sentant entièrement accueillis et à l'aise. J'avais besoin qu'elles baissent leur garde. J'avais besoin qu'elles enregistrent à un niveau subconscient profond que j'étais une personne calme, rationnelle et hospitalière, qui contrôlait entièrement sa propre maison. Car en quelques minutes, le contraste entre mon hospitalité tranquille et l'explosion chaotique imminente de ma mère allait être la pièce la plus vitale de la preuve psychologique dans la pièce. J'établissais une base de paix, sachant très bien qu'Evelyn était sur le point d'apporter un ouragan. Nous étions dans le salon, au milieu d'une conversation sur le jardin communautaire de tante Rachel, quand nous l'avons tous entendu. Le grognement mécanique lourd et incomparable d'un véhicule commercial rétrogradant. Les planches de bois de mon cottage ont légèrement vibré sous mes pieds alors qu'un énorme camion de déménagement blanc de 20 pieds s'engageait dans mon allée. Il était comiquement surdimensionné pour la voie sablonneuse étroite, écrasant l'herbe de mer sauvage sur les bords en avançant par à-coups. Coincé juste derrière le camion massif, ressemblant à un canot à la remorque d'un cargo, se trouvait la berline bleue délavée de mon père. « Oh, ils sont là !» Tante Rachel a applaudi, ses yeux brillants d'anticipation. Elle vibrait pratiquement d'excitation, se tournant vers la fenêtre avant pour mieux voir. Maya et Harper ont abandonné leurs assiettes de gâteau sur la table basse et se sont pressés autour d'elle. J'ai calmement posé ma tasse de café sur l'îlot de la cuisine, la plaçant délibérément juste à côté du dossier manille fermé. Juste à l'heure, ai-je murmuré, ma voix ne trahissant absolument aucune émotion. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée,
J'ai poussé la moustiquaire et je suis sorti sur le porche avec ma tante et mes cousines me suivant de près comme un public impatient. Je me suis tenu près de la rampe et j'ai regardé le véhicule s'arrêter. Je veux décrire exactement comment ma famille est sortie de ce camion car leur langage corporel à ce moment précis racontait toute l'histoire pathétique de leur arnaque. La porte côté passager du camion de déménagement massif s'est ouverte en premier. Evelyne est descendue sur le gravier. Elle était habillée comme une femme riche arrivant dans un country club pour inspecter une propriété qu'elle venait d'acheter. Elle portait un pantalon beige fraîchement repassé, ses bonnes boucles d'oreilles en perles, un chemisier blanc impeccable et un foulard en soie élégamment drapé sur ses épaules. Ses cheveux étaient parfaitement laqués en un casque inamovible. Elle ne ressemblait pas à une femme désespérée qui venait d'être forcée de liquider sa seule maison pour éviter une faillite catastrophique. Elle ressemblait à une conquérante triomphante. Elle a placé ses mains sur ses hanches, a levé le menton et a examiné le cottage, l'eau et le porche argenté avec un petit hochement de tête profondément satisfait. C'était le hochement de tête distinct d'une personne ayant des droits qui confirme que les marchandises chères qu'elle a commandées ont finalement été livrées. Mon père, Arthur, est sorti lentement du siège conducteur de la berline garée derrière le camion. Ses mouvements étaient lents et lourds. Il a fermé la portière de la voiture et a immédiatement fixé ses mocassins marrons éraflés. Il n'a pas regardé le bel océan. Il n'a pas regardé le charmant cottage. Il a activement, désespérément évité de regarder vers le porche avant. Le lourd fardeau de sa propre lâcheté l'étouffait pratiquement. Il savait exactement ce qu'ils essayaient de faire. Il connaissait la ruine financière dont il fuyait, et il n'avait tout simplement pas le courage d'arrêter la folie de sa femme. Finalement, Trevor est descendu du côté conducteur du camion de déménagement. Il a étiré ses bras très haut au-dessus de sa tête, laissant échapper un grognement fort et exagéré, puis s'est pavané vers l'arrière du véhicule. Il a déverrouillé la lourde porte en métal et l'a fait rouler vers le haut avec un cliquetis assourdissant. À l'intérieur, le camion était rempli du sol au plafond avec les restes de leur vie. J'ai vu des boîtes en carton étiquetées au hasard de l'écriture d'Evelyne, des meubles dépareillés, le fauteuil inclinable floral délavé de mon père, une lourde tête de lit en chêne et d'innombrables sacs poubelles noirs remplis de vêtements d'hiver. Chaque objet dans ce camion reposait sur le pari aveugle et arrogant que je céderais sous la pression. Evelyne a commencé à remonter l'allée sablonneuse, les bras déjà grands ouverts pour une étreinte théâtrale, se préparant à annoncer son arrivée au monde. Eh bien, nous y sommes arrivés, a-t-elle projeté bruyamment dans l'air salin, sa voix résonnant de fausse joie. Puis elle a levé les yeux et a vraiment vu le porche. Elle m'a vu debout, complètement immobile, les mains lâchement jointes devant moi, rayonnant d'une froideur absolue. Et juste derrière mes épaules, elle a vu sa sœur Rachel et ses nièces Maya et Harper tenant leur verre avec des sourires vifs et confus. Pendant une fraction de seconde, juste un demi-pas, Evelyne a faibli. Sa foulée s'est brisée. Son sourire parfaitement répété a tressailli et menacé de tomber. Elle ne s'était pas attendue à un public. Elle s'attendait à me rouler dessus en privé. Mais ma mère est une prédatrice d'opportunités sociales. J'ai littéralement vu les engrenages grincer derrière ses yeux alors qu'elle recalculait rapidement sa stratégie. Elle a décidé en une fraction de seconde qu'un public était en fait un bonus. C'était une foule pour laquelle jouait son arrivée, un jury qu'elle croyait avoir déjà manipulé à sa cause. Elle a remis le sourire en plastique éclatant sur son visage, a augmenté la puissance au maximum et a monté les marches en bois. Rachel, les filles, quelle merveilleuse surprise, s'est-elle écriée, en serrant sa sœur dans une étreinte dramatique. Est-ce que Victoria a organisé une petite fête de bienvenue pour nous? Comme c'est incroyablement gentil de sa part. Sans attendre d'invitation, sans même me regarder dans les yeux, Evelyne est passée devant moi et est entrée directement dans mon salon comme un guide touristique, montrant une nouvelle exposition de musée récemment acquise. Je l'ai suivie à l'intérieur, laissant la porte ouverte avec le reste de la famille traînant derrière comme un défilé confus. Oh, c'est beaucoup plus petit que sur les photos, a annoncé Evelyne bruyamment, passant un doigt critique le long du rebord de la fenêtre, vérifiant la poussière qui n'était pas là. Mais nous nous en accommoderons. Arthur, la lumière du matin est à l'arrière. Ce sera notre chambre. Mets nos valises là-dedans. Elle s'est tournée vers Harper et a rayonné d'un sourire écœurant de douceur. Trevor va prendre la deuxième chambre jusqu'à ce que sa nouvelle entreprise décolle. Nous allons repeindre ces affreuses armoires jaunes le week-end prochain. Quelque chose de beaucoup plus neutre, peut-être un gris doux. N'es-tu pas d'accord, Rachel? C'est juste logique. La famille réunie sous un même toit pour prendre soin les uns des autres.
Elle se tenait au centre exact de la maison que j'avais achetée avec une décennie de mes propres gardes de nuit, de mes crises de panique et de mon audit d'entreprise, et elle a distribué avec confiance ses chambres une par une à un public qu'elle pensait être complètement charmé. Je suis resté près de l'îlot de la cuisine, ma main reposant légèrement près du dossier manille, et je l'ai simplement regardé jouer. Je l'ai laissé parler. Je l'ai laissé creuser le trou aussi profond et aussi large qu'elle le pouvait. Chaque mot de droit qui tombait de ses lèvres, chaque ordre présomptueux qu'elle donnait sur les couleurs de ma peinture et mes chambres était une brique que je n'aurais pas à poser moi-même. Je lui permettais de construire sa propre potence. Le sourire de tante Rachel était devenu légèrement figé et inconfortable. Elle n'arrêtait pas de me jeter des regards de côté, attendant que je me joigne à l'excitation, que je rie, que j'approuve les plans de rénovation comme l'ancienne Victoria obéissante l'avait toujours fait. Mais je ne lui ai absolument rien donné. Je suis resté aussi immobile et illisible qu'une statue de marbre. Le silence de mon côté de la pièce commençait à créer un vide lourd et perceptible. Trevor est entré lourdement par la porte d'entrée, le front luisant de sueur, portant une grande boîte en carton étiquetée linge de cuisine en gros marqueurs noirs. Il a grogné, m'a complètement ignoré et s'est dirigé droit vers mes comptoirs propres. « Arrête-toi là, Trevor » ai-je dit. Ma voix n'était pas forte. Elle n'était pas en colère. Et elle n'était certainement pas hystérique. C'était le ton de conversation exactement plat que j'utilisais pour informer un directeur d'hôpital que son département faisait face à un audit fédéral pour détournement de fonds. C'était une voix dépourvue d'émotion, mais lourde d'une autorité indéniable. Elle a traversé la pièce comme une lame physique. Trevor s'est figé sur place, la lourde boîte planant à quelques centimètres de mon comptoir. Tout le monde dans la pièce s'est tourné pour me regarder. Le joyeux bavardage s'est arrêté instantanément. Le silence était soudain et absolu. Avant que nous n'apportions une seule boîte à l'intérieur de cette maison, ai-je dit, regardant directement au-delà de mon frère et croisant le regard de ma mère, je veux m'assurer que tout le monde dans cette pièce comprend exactement la même réalité. Parce que je pense qu'il y a eu une très grave erreur de communication. Le faux sourire d'Evelyne s'est crispé si fort que j'ai cru que la peau autour de sa mâchoire pourrait se rompre. Elle a laissé échapper un rire nerveux et aigu qui ressemblait à du verre brisé. « Victoria, ma chérie, ce n'est pas le moment de plaisanter, dit-elle, ses yeux lançant un avertissement silencieux et vicieux, me suppliant de jouer le jeu devant les invités. Trevor, pose la boîte dans le coin. Tiens la boîte, Trevor, ai-je contré doucement, sans rompre le contact visuel avec Evelyne. Je me suis éloigné de l'îlot et j'ai comblé la distance entre nous. Maman, je veux que tu dises à tout le monde ici encore, de la même manière que tu leur as dit dans la discussion de famille. À quoi ai-je exactement consenti? Evelyne a cligné des yeux. La panique commençait à se fissurer à travers les fondations de sa confiance fabriquée. Nous en avons discuté, Victoria. Tu nous voulais près de toi. Tu nous as offert un endroit où rester pour veiller sur nous. Quand, ai-je demandé, en penchant légèrement la tête, mon ton curieux mais complètement stérile. Quand exactement en avons-nous discuté? Donne-moi une date. Il y a des mois, a-t-elle lancé sèchement, sa voix s'élevant alors que ses yeux se tournaient vers Rachel, vérifiant frénétiquement si elle perdait son emprise sur la foule. C'est mathématiquement impossible, ai-je répondu. Mon ton était glacial et précis. J'ai conclu l'achat de cette maison il y a exactement 4 semaines aujourd'hui. Je n'avais même pas les clés en ma possession avant le mois dernier. Quel mois t'ai-je offert cette maison? La pause qui a suivi était suffocante. C'était le premier silence réel et indéniable que ma mère avait jamais perdu le contrôle. Tante Rachel s'est déplacée inconfortablement, le verre de mimosa tremblant légèrement dans sa main. La cousine Maya a froncé les sourcils profondément, sortant son téléphone et regardant l'écran, faisant probablement le même calcul mental de chronologie que je venais de forcer dans la pièce. Tu m'as envoyé l'annonce, a dit Evelyne, sa voix montant d'une octave, pivotant désespérément vers son mensonge de secours. Tu me l'as envoyé. Tu voulais me montrer notre nouvelle maison. J'ai envoyé l'annonce à papa, les jeux corrigés instantanément, étouffant le mensonge avant qu'il ne puisse respirer. À une seule personne, la nuit où mon offre a été acceptée, parce que j'étais fier de ma réussite et que je voulais que mon père la voie. Je ne te l'ai jamais envoyé. Je me suis tourné lentement pour faire face à ma tante. J'ai gardé ma voix incroyablement chaude et douce car rien de tout cela n'était de sa faute. Elle n'était qu'un pion sur l'échiquier d'Evelyne, un outil utilisé pour appliquer une pression sociale. Tante Rachel, ai-je demandé doucement,
quand maman t'a dit que j'avais proposé de les accueillir, ai-je jamais une seule fois prononcé ces mots moi-même? L'as-tu jamais entendu de ma bouche? La bouche de tante Rachel s'est ouverte, puis s'est refermée. Elle a regardé Evelyne, dont le visage virait à un rouge dangereux, puis est revenue à moi. La prise de conscience se lisait sur son visage en temps réel. Eh bien, dit Rachel lentement, sa voix tremblant légèrement. Non, c'est ta mère qui l'a dit. Elle a dit que vous aviez tout arrangé. Je sais exactement ce que ma mère a dit, ai-je répondu, en maintenant le regard de Rachel pour l'ancrer dans la vérité. J'ai juste besoin que tout le monde dans cette pièce soit parfaitement clair sur le fait que je ne l'ai jamais dit. L'atmosphère dans le salon était devenue complètement suffocante. La joyeuse pendaison de crémaillère alimentée au mimosa était morte, entièrement remplacée par l'environnement stérile et impitoyable d'une salle d'audience. Le visage d'Evelyne changeait rapidement de couleur, rougissant d'un rouge profond et marbré alors que les bords de sa grande performance de toute une vie commençaient à pourrir et à s'écailler sous la lumière vive de la réalité. Elle a ouvert la bouche pour m'interrompre, pour se lancer dans une tirade de culpabilité bien rodée, pour raconter une histoire sur mon enfance afin de détourner l'attention, mais je ne lui ai pas donné l'oxygène pour parler. Je lui ai tourné le dos, je me suis dirigé vers l'îlot de la cuisine, j'ai pris le dossier manille et je l'ai ouvert. J'ai posé les documents à plat sur le comptoir sous la lumière vive du pendentif, en lissant les pages avec la paume de ma main. Ceci, ai-je dit, en pointant un doigt stable et manucuré sur le papier épais et gaufré, est l'acte de propriété enregistré de ce bien. Je veux que vous le regardiez tous. J'ai fait pivoter le document pour que tante Rachel et les cousines puissent lire clairement le texte. Maya s'est penchée, ses yeux parcourant le jargon juridique. Il y a exactement un nom sur ce document légal, ai-je déclaré, ma voix résonnant sur les armoires jaunes de travers. Victoria Meyers, pas Evelyne, pas Arthur, pas la fiducie familiale Meyers. Le mien seul. J'ai acheté cette maison entièrement avec mes propres économies, payées en totalité en espèces. Il n'y a pas d'hypothèque. Il n'y a pas de cosignataire. J'ai pris la deuxième feuille de papier, l'impression PDF impeccable portant le filigrane épais du cabinet d'avocat de Madame Albright, et je l'ai posé juste à côté de l'acte. Et ceci, ai-je continué, en mesurant mes mots pour qu'ils aient un impact maximal, est une lettre juridique officielle de l'avocate immobilière qui s'est occupée de la clôture de cette vente. Elle confirme ma propriété exclusive. Elle stipule explicitement qu'aucune autre partie ne détient de droit légal, de droit de location, ou de permission d'entrer ou de résider sur cette propriété sans mon consentement écrit exprès. J'ai levé les yeux des papiers et les ai fixés sur le visage de ma mère. J'ai dépouillé ma voix de chaque once d'émotion, de peur et de soumission filiale. Je lui ai parlé comme un juge lit une sentence finale à un fraudeur condamné. Une promesse fabriquée sur une discussion de groupe familial n'est pas un acte légal, maman. Tu peux dire aux gens que je t'ai offert ma maison. Tu peux même te convaincre que c'est vrai parce que tu es tellement habitué à prendre tout ce que tu veux de moi. Mais tes mensonges ne déplacent pas une seule brique de cette propriété hors de mon nom. Pendant 3 battements de cœur angoissants, personne n'a respiré. Le seul son dans la maison était le fracas lointain des vagues de l'océan contre le rivage et le faible bourdonnement mécanique de mon réfrigérateur. Je l'avais complètement acculé. Il n'y avait aucune marge de manœuvre. Il n'y avait aucune ambiguïté. Il n'y avait aucune zone grise émotionnelle qu'elle pouvait exploiter. Il n'y avait que la vérité froide, dure et documentée posée sur le comptoir et les regards horrifiés et réveillés des membres de la famille qu'elle avait utilisés comme accessoire pour son arnaque. J'ai regardé les muscles du cou d'Evelyne se tendre. J'ai vu ses mains se serrer en poings serrés à ses côtés. La façade de l'élégante matriarche s'est brisée en 1 million de morceaux, révélant la tyran désespérée et ayant des droits en dessous. Et puis ma mère a explosé. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a crié Evelyne. Le son est sorti de sa gorge comme un animal sauvage pris au piège. La femme élégante et sophistiquée a complètement disparu, remplacée par une narcissique désespérée et acculée qui se battait pour sa survie. Sa voix s'est brisée, résonnant violemment dans le petit espace. Harper a fait un pas en arrière en état de choc pur, heurtant le mur et renversant quelques gouttes de son mimosa sur le sol. Tu mettrais tes propres parents à la rue, a-t-elle hurlé, des larmes de pure rage jaillissant de ses yeux, ruinant son maquillage soigné. Devant ta propre famille. Je t'ai élevé. J'ai sacrifié toute ma vie, mon corps, ma jeunesse pour toi, et tu restes là à tenir un bout de papier comme une gamine suffisante et ingrate. Elle a levé les bras, arpentant la petite zone du salon,
pointant un doigt tremblant et accusateur vers mon visage. Elle déployait le darveau, niait, attaquait et inversait la victime et l'agresseur avec une malveillance maximale. C'était la seule arme qui lui restait. Nous avons vendu notre maison, Victoria, a-t-elle gémi, sa voix se brisant de manière dramatique alors qu'elle regardait frénétiquement vers Rachel, implorant la sympathie. Nous n'avons absolument nulle part où aller. Nous sommes en faillite. Est-ce ce que tu veux? Nous humilier? Jeter ta propre chair et ton propre sang comme des ordures humaines? Elle voulait désespérément que je corresponde à son énergie chaotique. Elle avait besoin que je lui réponde en criant. Si je criais, si je pleurais, si je montrais une quelconque instabilité émotionnelle, elle pourrait me pointer du doigt et dire « Regardez-la. Elle est folle. Elle est instable. C'est elle l'agresseur ici. » Elle avait besoin d'une dispute pour pouvoir brouiller les pistes et faire en sorte que tante Rachel la plaigne. Je lui ai opposé un mur de glace absolu. Je suis resté là, les mains calmement posées sur le bord du comptoir, ma posture détendue, et j'ai laissé sa tempête se briser contre moi. Je n'ai pas bougé un seul muscle. Je n'ai pas élevé la voix pour l'interrompre, et plus je restais silencieuse, plus elle devenait forte et déséquilibrée. L'acoustique de la petite pièce amplifiait son hystérie. Elle jouait une pièce de folie en solo, et le public qu'elle avait rassemblé pour me faire honte la regardait maintenant avec une horreur absolue. Quand elle a finalement manqué de souffle, la poitrine haletante, des larmes coulant sur son visage, la pièce est tombée dans un silence de mort. J'ai porté le coup fatal final sans élever la voix d'un seul décibel. Tu n'as pas vendu ta maison à cause de moi, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure, mais commandant l'attention de chaque âme dans la pièce. Tu as vendu ta maison parce que les investissements de papa ont échoué et que vous vous noyiez dans des dettes écrasantes. Vous l'avez vendue avant même de me demander si vous pouviez vivre ici. Vous avez parié votre seule maison pour me manipuler. J'ai fait une pause, laissant la vérité brutale s'imprégner dans l'esprit de ma tante et de mes cousines. Et quant à ce que vous êtes censé faire maintenant, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux, reprenant les mots exacts qu'elle avait utilisés pour me menacer moins de 24 heures auparavant au téléphone, si vous n'aimez pas les règles de ma maison, vous pouvez trouver un autre endroit. Le silence qui a suivi était lourd, final et absolu. C'était le silence profond d'un empire qui s'effondre. Tante Rachel a lentement tendu la main et a posé sa main tremblante sur le dossier d'une chaise de salle à manger, se stabilisant comme si elle se sentait physiquement étourdie par le contre-coup de la confrontation. Elle a regardé Evelyne avec une expression que je ne lui avais jamais vue diriger vers sa sœur aînée auparavant. Ce n'était pas de la colère. La colère implique une relation continue. C'était un dégoût profond et profond. L'illusion de toute une vie de la mère sacrificielle sans défaut était brisée de façon permanente. Près de la porte d'entrée, Trevor a dégluti difficilement. Il a regardé la lourde boîte marquée linge de cuisine dans ses mains comme si c'était une bombe. Lentement, sans faire un seul bruit, il a plié les genoux et a posé la boîte sur le plancher en bois. Il n'en a pas ramassé une autre. Il a reculé sur le porche, les yeux écarquillés, ressemblant à un enfant effrayé qui réalisait que les adultes ne pouvaient plus le protéger. Mon père, qui était resté près de la porte tout le temps, fixant ses chaussures, a finalement bougé. Il ne m'a pas regardé. Il s'est approché derrière Evelyne, a doucement saisi son coude et l'a tiré en arrière. « Allons-y, Evelyne, » a murmuré Arthur, sa voix défaite, creuse et incroyablement triste. « C'est fini. Laisse tomber. » Evelyne m'a fixé. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun mot n'en est sorti. Le feu dans ses yeux avait été complètement éteint, remplacé par la prise de conscience terrifiante de ses propres conséquences. Elle a regardé autour de la pièce, cherchant désespérément une bouée de sauvetage. Elle a regardé Rachel, sa sœur, son alliée de toujours. Mais Rachel a détourné le visage, regardant par la fenêtre l'océan, refusant de croiser son regard. La foule avait rendu son verdict. L'arme sociale qu'elle avait passé 3 semaines à charger venait d'exploser entre ses propres mains. Dépouillée de son public, dépouillée de son levier, et dépouillée de ses mensonges, ma mère paraissait incroyablement petite. Elle ressemblait à une femme vieillissante et terrifiée qui avait misé toute sa survie sur un bluff et avait tout perdu. Une petite partie profondément enfouie de moi, la réparatrice, la soignante, la fille loyale, a ressenti une brève et angoissante pointe de pitié pour elle. Mais la pitié n'est pas un contrat de location. Je pouvais être désolé qu'elle soit terrifiée sans faire de sa terreur ma responsabilité permanente.
J'avais passé 34 ans à m'immoler par le feu pour la garder au chaud. Je n'avais plus d'allumettes. Sans un autre mot, Arthur a guidé ma mère, qui pleurait en silence, hors de la porte d'entrée, en bas des marches en bois, et de retour sur le siège passager du camion. Trevor est monté lourdement dans le siège du conducteur, a démarré le moteur massif, et a lentement reculé le camion blanc hors de mon allée. Les pneus ont crissé bruyamment contre le gravier. Je suis resté dans l'embrasure de la porte et je les ai regardés s'éloigner, emportant avec eux le poids écrasant de mon passé sur la route côtière. Derrière moi, Rachel s'est approchée et a posé une main chaude sur mon épaule. « Victoria » a-t-elle murmuré, sa voix épaisse de larmes non versées. « Je suis si incroyablement désolé. Je n'ai jamais pensé à te demander. » Elle nous a dit. Elle nous a dit que tu l'avais supplié de venir. J'aurais dû te demander. Ce n'est pas ta faute, tante Rachel, ai-je dit doucement, en regardant le camion disparaître au tournant. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Le mensonge ne marche que si tu l'aimes assez pour ne pas vérifier les faits. Les gens s'attendent souvent à ce que les histoires impliquant des familles toxiques se terminent par une rupture dramatique digne d'un film. La porte claque, le méchant disparaît dans les airs, et le héros vit heureux pour toujours dans un isolement total. Mais la vie réelle est beaucoup plus désordonnée qu'un scénario de film, et les conséquences se déploient lentement, comme un hématome profond qui change de couleur avec le temps. Mes parents n'ont pas fini à la rue, mais ils n'ont certainement pas fini à siroter des cocktails à la plage non plus. La semaine suivante, ils ont été forcés de faire face à la réalité de leur désastre financier. Ils ont utilisé les maigres bénéfices restants de la vente forcée de leur maison pour louer un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier bruyant et peu attrayant en périphérie de leur ancienne ville. C'était exactement le genre d'endroit modeste et abordable qu'ils auraient dû chercher en premier lieu s'ils n'avaient pas été si aveuglés par leur propre orgueil et leur droit absolu sur mon argent. L'installation confortable de Trevor s'est évaporée du jour au lendemain. Sans un sous-sol gratuit pour vivre, et sans parents ayant un revenu disponible pour financer ses illusions, la réalité l'a frappé avec la force d'un mur de briques. Il a été forcé d'abandonner ses rêves de crypto-monnaie et de prendre un emploi de gestionnaire de l'équipe de nuit dans un entrepôt de distribution locale juste pour payer sa moitié du loyer de l'appartement. L'enfant prodige a finalement été forcé de faire sa part. Les retombées sociales au sein de la famille élargie ont été un tremblement de terre lent et silencieux. Tante Rachel, que Dieu la bénisse, ne pouvait pas garder un secret si sa vie en dépendait. Dans les 48 heures suivant l'incident dans ma maison de plage, toute la famille élargie connaissait la vérité absolue. Ils connaissaient la dette catastrophique d'Arthur due à ses investissements ratés. Ils connaissaient la vente forcée désespérée de leur maison. Et surtout, ils savaient qu'Evelyn leur avait menti en face pendant des semaines pour les utiliser comme un bélier social contre ma porte d'entrée. La discussion de groupe familial, la famille Meyers, est devenue complètement morte pendant 2 semaines complètes. Pas un seul mème transféré, pas une seule demande de prière, pas une seule plainte sur la météo. C'était une ville fantôme numérique. Quand elle a finalement repris vie lentement, tout le ton de la dynamique familiale avait changé de façon permanente. L'adoration aveugle d'Evelyn en tant que matriarche sans défaut avait disparu. Les demandes désinvoltes et incessantes pour mon temps, mon énergie et mon argent ont complètement cessé. Pour la première fois en 34 ans, quand mes cousins m'ont envoyé un texto, ils n'ont pas demandé de service. Ils ne m'ont pas demandé de résoudre un problème. Ils m'ont demandé quel temps il faisait à la plage. Ils m'ont demandé comment pousser mon nouveau jardin. Ils m'ont traité avec une distance prudente et très respectueuse parce qu'ils avaient vu les papiers. Ils avaient vu l'exécution. Ils ont réalisé que je n'étais plus le paillasson de la famille. J'étais un coffre-fort en acier et la combinaison avait été changée de façon permanente. Je n'ai pas complètement coupé les ponts avec mes parents. Je ne suis pas un monstre, malgré ce qu'Evelyn pourrait crier à quiconque voudra encore l'écouter. J'ai simplement établi une limite en béton armé. Je suis passé à un contact extrêmement limité, opérant strictement selon mes propres termes. 3 semaines après que le camion de déménagement ait quitté mon allée et disparu sur la route côtière, je me suis assise devant mon ordinateur portable au comptoir de la cuisine jaune et j'ai composé un courriel à ma mère. J'ai joint une feuille de calcul soigneusement documentée contenant les noms, numéros de téléphone et liens de demande pour cette communauté de logements pour personnes âgées à faible revenu dans son comté. J'ai également inclus un lien vers un service de conseil financier gratuit fourni par l'État. J'ai écrit exactement une phrase. Voici quelques ressources qui pourraient vous aider, papa et toi, à gérer votre nouveau budget. Je n'ai pas offert de payer son premier mois de loyer.
Je n'ai pas offert de co-signer une demande ou de payer une caution. Je n'ai certainement pas offert ma chambre d'amis. Je lui ai offert des données brutes et des informations. C'était l'aide que j'étais prête à fournir librement, sans ressentiment et sans sacrifier ma propre santé mentale pour le faire. Elle n'a jamais répondu au courriel. Je ne m'y attendais pas. Mais un mois plus tard, mon téléphone a sonné un dimanche après-midi tranquille et c'était mon père. Nous avons parlé pendant exactement 4 minutes. C'était gênant, rempli de longues pauses lourdes et de conversations banales sur le temps et sa voiture. Mais juste avant qu'il ne raccroche, Arthur s'est éclairci la gorge. « C'est calme ici », a-t-il murmuré, sa voix semblant plus vieille et plus fatiguée que dans mon souvenir. « Je suis content que tu aies gardé ta maison, Victoria. Tu l'as mérité. » C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse de la part de mon père. C'était ce qui se rapprochait le plus de son aveu qu'ils avaient essayé de me voler ma paix et qu'il était secrètement soulagé que je me sois battu quand il ne le pouvait pas. Je l'ai accepté pour ce que c'était et j'ai raccroché le téléphone. Je suis sorti sur mon porche en bois argenté avec une tasse de café fumante. Je me suis assise dans le fauteuil en osier et j'ai regardé la vaste étendue gris-bleu de l'océan. L'air sentait le sel et la liberté totale. Les armoires jaunes derrière moi étaient de travers. La gouttière au-dessus de ma tête goûtait encore quand il pleuvait. Mais chaque éclat de cette propriété m'appartenait. S'il y a une chose que j'ai apprise de l'audit le plus difficile de ma vie, c'est ceci. La famille n'est pas un chèque en blanc. L'amour n'est pas une facture impayée que vous êtes forcé de régler avec votre santé mentale. Une maison n'est pas quelque chose que vous devez aux gens simplement parce que vous partagez un nom de famille et un peu d'ADN. Une maison est une forteresse que vous construisez, et les gens qui vous respectent vraiment attendront sur le porche jusqu'à ce que vous déverrouilliez la porte.